Mesdames et messieurs, chers amis de Speedline, bonjour et bienvenue dans votre émission Icône. Icône qui fait le tour des personnalités qui marquent et qui continuent de marquer l'histoire politique du Bénin. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une personnalité, Monsieur Eugène Alamou Dossoumo, fils de Savin, né au lendemain des indépendances. Il est cadre chevronné de l'administration territoriale du Bénin. Qui mieux pour parler de Eugène Dossoumo que lui-même? Mesdames et messieurs, nous sommes dans son salon quelque part dans la ville d'Abomey-Calavi. Monsieur Dossoumo, bonjour. Bonjour, cher ami, et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. C'est un plaisir pour nous de nous savoir dans vos murs, cadre intègre. Vous avez passé plus de 30 ans dans l'administration béninoise, vous maîtrisez le maillage territorial du Bénin, vous êtes en tant qu'administrateur respectivement passé de petits échelons à partir de secrétaire général pour gravir maire, après vous vous retrouvez au niveau du ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Aujourd'hui vous êtes au niveau du BR, le gardien du temple, on peut le dire ainsi. Monsieur Dossoumo, parlez-nous de vous. Qui est Eugène Alamou Dossoumo? Merci beaucoup. Eugène Alamou Dossoumo, c'est un simple citoyen béninois, né à Savin, comme vous avez dit. Je suis né le 3 juillet 1960 à Savin, donc quelques jours avant l'indépendance quand même. Ensuite, j'ai grandi parmi les enfants de mon village de Savin, et puis j'ai été à l'école, toujours dans ma ville natale, jusqu'en classe de 3e. Et après la 3e, après la 3e, et comme à l'époque, tous les collèges n'avaient pas de classes de seconde, pour toutes les secondes pour vous permettre de choisir lorsque vous montrez des compétences dans certaines matières données, mais qui n'ont pas de classe de seconde pour pouvoir vous permettre de continuer. Bon, on vous cherche, l'administration vous cherche un autre établissement. C'est comme ça que moi, l'administration du collège de Savin ayant estimé que j'étais beaucoup plus dans la littérature, j'étais beaucoup plus, comment dirais-je, je maîtrisais beaucoup plus les lettres que les mathématiques. Il fallait me trouver un collège où il y avait des lettres. On faisait lettres. C'est comme ça que, dans la période de collège Père-au-Pierre, à ce j'ai Père-au-Pierre à l'époque. Donc, je faisais partie de ceux qui ont été classés pour aller faire la seconde lettre au collège Père-au-Pierre. C'est comme ça que, de 1979 à 1981, j'ai fait la seconde, la première et la terminale, et je suis reçu au bac en 1981 dans ce qu'on peut appeler, ils appelaient ça SL2. C'est l'équivalent de A2 d'aujourd'hui. Okay. Bon, voilà. Et après ça, dès que vous êtes jeune, vous réussissez au bac, naturellement, vous devrez aller aider vos jeunes frères qui sont dans les collèges, parce qu'il y avait une pénurie d'enseignants dans les écoles et dans les CEG. Donc les jeunes bacheliers devaient aller suppléer la carence en... Voilà, la pénurie d'enseignants. Mais avant, il fallait faire un tour à Ouida. Il fallait aller faire la formation, vous faites bien de le rappeler, il faut aller faire une formation de 45 jours à Ouida, le temps de vous confronter peut-être aux réalités de la vie active. Enfin, de bons garçons. Vous devenez garçon, quitter comment dirais-je, la tutelle des parents, voilà, des parents, pour être confronté vraiment à la vie
active réelle. C'est ce qui s'était passé. Et quand nous avons fini cette étape de WIDA, cette première phase, on nous a déployés sur le terrain. Moi, on m'a déployé au collège de Kilibo pour aller servir mes jeunes frères. Pratiquement à la sauce. Pratiquement, voilà, tout à fait. Donc c'est comme ça que on a fait la mission de janvier 82 à septembre. En 82, vous voyez, il y avait aussi un changement dans les programmes scolaires parce que entre-temps, on avait modifié les calendriers scolaires. Ça, c'était en 77. Et on prenait les vacances le 15 décembre et on faisait les rentrées le 15 février. Et là, en 82, il y a encore modification du calendrier académique. On est revenu à octobre pour prendre les vacances autour de juin. Donc voilà, ça fait que on a connu presque 2 années scolaires en 1982. Nous sommes allés faire notre mission d'enseignement, ça a duré à peu près 6 mois. Et puis, on est revenu encore pour entrer à l'université en octobre 1982. Et là, moi, j'ai été classé au premier cycle à l'époque, on appelait INSJA, Institut national des sciences juridiques et administratives. Mais, comme j'ai fait l'option sciences et techniques de l'information, notre salle de classe, je ne peux pas dire un amphi, puisqu'on n'était pas aussi nombreux, nous allions prendre les cours à Saint-Thomas d'Aquin. Parce qu'à ce niveau-là, il y avait ce qu'ils appelaient à l'époque CEFAP, le Centre de formation en administration publique, où de grandes personnalités de ce pays avaient été formées. Nous, on était des jeunes bacheliers, on nous a... Puis c'est là-bas qu'il y avait la possibilité de nous accueillir. Donc c'est là-bas que nous sommes allés faire notre formation. Donc nous avons fait 3 ans à Akwakwa, derrière l'hôtel CGL, ils appellent, oui, l'hôtel GL. Bon voilà, on a fini en 85, après les 3 ans de formation. Et ayant fini en octobre 85, en avril 86, nous avons été déployés dans la fonction publique. Là, vous êtes au ministère de l'Intérieur? Non, on m'a plutôt envoyé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était sous le ministre Vincent Guézodja à l'époque. Bon, donc c'est lui qui nous a accueillis. Et moi, on m'a envoyé à l'université nationale d'Abo. C'est pas d'Abo, mais Calavi à l'époque, c'était l'université nationale du Bénin. J'ai été accueilli au rectorat. Et puis affecté dans l'école qui m'a formé. À l'époque, c'était devenu entre-temps École nationale d'administration. Parce qu'on a commencé par former ceux qui étaient formés au CEFAP. On les a envoyés maintenant dans l'ancien INSJA. On a créé le cycle 2. Donc, en créant le cycle 2, on a pu appeler le cycle 1 INSJA, mais on l'a appelé cycle 1 de l'École nationale d'administration. Et ceux qui faisaient ces FAP-là, on a dit, ils font désormais le cycle 2 de l'École nationale d'administration. J'ai été donc affecté à l'École nationale d'administration
pour servir au service, pour servir à la documentation. J'ai été nommé responsable du service de la documentation. Voilà. Et c'est de là, en 90, moi j'étais en 90, il y a eu la conférence nationale des forces vives de la nation. Des forces vives, comme vous le savez. Et j'ai donc, pendant que je servais à l'École nationale d'administration, j'ai passé le concours d'entrée au cycle 2. Je suis reçu, ça s'est passé en 89, et j'ai commencé la formation. Oui. Entre-temps, il y a eu donc le Premier ministre qui a été désigné par la conférence nationale et qui a estimé que l'administration doit être désormais sous la direction des administrateurs. Oui. L'administration doit être dirigée par les administrateurs. Moi, et là, c'était bon pour vous? Ce n'était pas ça qui m'a déterminé, mais j'avais passé le concours du cycle 2 et puis je suis entré en administration générale et territoriale. Il y avait cet appel-là de notre pays aux administrateurs qui voulaient servir au commandement territorial. Donc moi, j'ai répondu à cet appel-là. J'ai souhaité et donc partir du ministère de l'enseignement supérieur pour atterrir au ministère de l'Intérieur à l'époque, sous le ministre Richard Diaho. Oui. C'est le ministre Richard Diaho m'a accueilli. Et je rappelle que ce ministère s'appelait ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Voilà, de l'Intérieur, de la sécurité et de l'administration territoriale. Voilà. Bon, donc c'est comme ça que on m'a affecté à Savalou comme secrétaire général de sous-préfecture pour faire, j'allais dire, mes premiers pas en administration territoriale. Et nous avons été affectés, je n'étais pas seul, j'étais avec un certain nombre de camarades. Nous avons été affectés en octobre, mais quand nous nous sommes présentés au préfet, Mathias Daguillon-Gogan, et que je salue avec beaucoup de respect, il nous a retenus à la préfecture. Ouais. Et pour nous faire également une certaine immersion dans ce secteur-là. J'avoue que ça a été bénéfique pour nous. Nous avons fait à peu près 3 mois avant de rejoindre. Histoire de voir un peu les rouages, la façon de faire dans l'administration. L'administration vraiment territoriale, le commandement territorial vraiment. Donc c'est comme ça qu'au bout de 3 mois d'immersion, on nous a redéployés dans nos postes respectifs. Moi, j'ai rejoint Savalou. J'ai pris service là-bas le 4 janvier 1993. En tant que secrétaire général. En tant que secrétaire général, non, de la sous-préfecture. De la sous-préfecture, oui. De la sous-préfecture. C'était des sous-préfectures après les districts. C'était après les districts. Les districts, c'est du temps révolutionnaire. Mais avec la conférence, au lendemain de la conférence nationale, les districts sont redevenus des sous-préfectures et les sous-préfets étaient pour la plupart des administrateurs civils. Bon, bref, j'ai donc rejoint mon poste où je suis resté et le 3 juillet 1996, entre-temps, il y a eu l'avènement du régime du président Kérékou. Et donc j'étais là quand j'ai été promu sous-préfet sur place. Toujours à Savalou? Toujours à Savalou. Je suis resté là encore 2 ans, de 96 à 98. Et en octobre 98, il y a eu des redéploiements du personnel de commandement et j'ai été affecté à Savé.
Vous retrouvez toujours. Non loin de Savalou. Oui. Bon, donc, c'est là que j'ai poursuivi l'expérience jusqu'à l'avènement de la décentralisation avec les premières élections qui ont eu lieu entre décembre 2002 et janvier 2003. Donc c'est comme ça que j'ai passé la main au premier maire élu de Savin, M. Olaye. Voilà. Mais pour ce qui concerne le commandement territorial. Après cela, naturellement, nous avons été rappelés au niveau central et j'ai repris service au ministère. Entre-temps, il y a eu des changements, Lorsque je suis revenu, c'était le ministre Daniel Tawema qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et pendant qu'on annonçait la décentralisation, bon, moi j'avais entamé certaines démarches pour obtenir des bourses, histoire d'aller renforcer mes capacités. Et j'ai pu obtenir une bourse pour le centre universitaire de Charleroi, où je suis allé en 2004. Et vers fin 2004, je suis revenu en décembre 2004, vers la fin du mois de décembre. Et je suis revenu de cette formation qui n'a pas duré longtemps. Et il y avait déjà l'effervescence. C'était la fin du régime déjà. La fin du régime du président Kérékou s'annonçait. Il y avait vraiment des tractations. Et puis la candidature du président Yahya Boni sonnait très fort. Je m'étais engagé, à l'image d'ailleurs Entre-temps, on a changé également le directeur de la maison des collectivités locales. Et le directeur que j'ai trouvé là était également engagé. S'était engagé pour le soutien à la candidature du président Yahya Boni. Et moi aussi, naturellement, je me suis engagé dans cette direction. Et bon, fort heureusement, le président Yahya Boni a été élu. Quand il a été élu, il a fait appel à ses soutiens, comme toujours. C'est comme ça que le président Yahya a prêté serment le 6 avril. Et puis, si mes souvenirs sont bons, le 7 avril, il a fait une première mission à l'étranger au Nigeria. Le 8 avril, son gouvernement a été rendu public, la liste du gouvernement a été rendue publique. Et moi, j'étais à la maison des collectivités locales là, quand le 9 avril ou quelque chose comme ça, on m'a dit de venir à la présidence de la République et je devrais être reçu par paix à son âme, feu Akobi, qui était le directeur de cabinet du président Yahya Boni. C'est lui qui m'a reçu et dit désormais pour travailler à la présidence de la République. Donc, c'est comme ça que les choses sont allées. Donc, le 12 avril, j'ai effectivement pris service à la présidence de la République. Le 12 avril, en tant qu'assistant du DC Akobi. Et on en était là quand, un mois plus tard, l'événement malheureux, tragique est survenu. Et je ne peux pas vous cacher que ça nous a perturbé beaucoup. Et tout le monde était affecté. Tout le monde était affecté, d'abord par la jeunesse de l'intéressé,
et la vigueur, la vitalité, la carrure, la vitalité, le dynamisme, l'enthousiasme qu'on disait en lui et qui emballait tout le monde. Pratiquement tout le monde, quoi. Et bon, on ne saurait le pleurer assez. On en était là, bon, quand au cours du Conseil des ministres du 14 juin 2006, là, j'ai été nommé secrétaire général adjoint du gouvernement. Et on m'a confié la charge de secrétaire général adjoint chargé de la législation et de la réglementation. Deuxième adjoint. Ok. Bon. C'est comme ça, on a continué jusqu'à la fin du premier mandat du président Yahi. Entre-temps, même au sein du secrétariat général du gouvernement, il y a eu beaucoup de mutations, beaucoup de choses qui se sont passées. Et il y a eu le premier secrétaire général du gouvernement de l'Air, Yahi, c'était le regretté Epiphane Nobimé. Et quand Nobimé est parti en 2008, il a été remplacé par le professeur, celui qui est député à l'Assemblée nationale maintenant, Prudence Tokpanou. Et après Tokpanou, il y a eu le secrétaire général Ibrahima Suleiman. Donc, contrairement à tout ce que l'opinion pense, je n'étais pas le seul secrétaire général du gouvernement de Yahi. Mais l'opinion pense que aujourd'hui, quand on dit Dossoumo Eugène, tout le monde dit c'est le secrétaire général du gouvernement de Yahi. Il y avait 3 qui étaient passés avant moi. Epiphane Nobimé, Prudent Tokpanou, et Ibrahima Suleiman. Il faut leur rendre un hommage mérité. L'hommage mérité. Moi, je ne suis que le 4e. Je suis que le 4e. Seulement que à son second mandat, en 2011, dès que le gouvernement a été mis en place, j'étais le tout premier secrétaire général de son gouvernement en 2011. Ça a valu tout ce qu'on a mis comme 3e secrétaire. Et je suis resté effectivement de 2011 à 2014. Pratiquement à la fin du régime. Presque à la fin du régime, où le président a estimé que, comme on était en train de mettre en place l'autorité de régulation des marchés publics, il voulait quelqu'un de l'administration. Non seulement quelqu'un de l'administration, mais quelqu'un d'assez proche de lui, en qui il peut avoir confiance. Et il a confiance. Dans un premier temps, c'est mon aîné Ibrahima Suleiman, à qui je succédais au niveau du secrétariat. Donc c'est lui qu'on a envoyé comme président de l'autorité de régulation des marchés publics. Mais lui, il était admis à faire valoir ses droits à la retraite. Donc le président n'a trouvé mieux pour le remplacer que moi qui lui succédais, qui avait succédé de l'autre côté. L'histoire vous a tenu ensemble. C'est vrai, puisque déjà au commandement territorial, après la vague j'ai connu mon doyen Ibrahima Suleiman, je l'ai connu au commandement territorial. Lui, il était sous-préfet de Bante, pendant que j'étais secrétaire général de Savaloula. Il était sous-préfet de Bante. Naturellement, je le fréquentais en tant qu'aîné. Je le fréquentais, j'allais prendre des conseils auprès de lui. Quand on est revenu au niveau de l'administration centrale, bon, Dieu a voulu que nos chemins se croisent encore. Que je lui succède. Voilà comment je lui ai succédé par 2 fois.
au secrétariat général du gouvernement et puis à l'autorité de régulation des marchés publics. Nous en étions là quand le régime du président Patrice Talon est arrivé en 2016. En 2016, moi aussi j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite. Coïncidence pour coïncidence. Le 1er juillet 2016. Et puis le 14 juillet 2016, j'ai passé la main. Voilà. Alors, je suis tenté de repartir à Savalou. Oui. Pendant que vous étiez secrétaire général, vous étiez sorti major de votre promotion c'est à l'école. Oui, à l'école nationale d'administration. Oui. Et vous venez secrétaire général de mairie. Oui. Des gens sont sortis moins gradés que vous. Oui. Et passaient donc maire, disons sous-préfet dans le temps. Mais qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Parce qu'entre-temps, je me suis tenté de vous demander, vous êtes entré en politique comment? Bon, je vais dire qu'il y a... Je vais souligner deux choses. Et la première chose, comme je vous disais, je suis entré dans la fonction publique en 1986. Et c'est en 1980, j'ai fait encore une formation. Jusqu'en 1991, où je suis sorti. Oui. On m'a déployé sur le terrain en 1993. C'est pourquoi je vous dis que le préfet Mathias Gauguin a bien fait. Nous étions des jeunes cadres de l'administration, on n'avait pas la main. Donc quelqu'un qui n'était forcément pas administrateur civil comme moi, mais qui avait déjà accumulé une certaine expérience, pouvait être sous-préfet, moi je vais servir sous lui. L'autre chose, quand vous parlez de la politique, j'allais dire que j'ai été rattrapé sur le terrain par la politique. C'est vrai qu'à l'époque révolutionnaire, nous étions tous, c'est le parti uni, nous étions tous des militants du PRPB. Ça, ce n'était pas quelque chose de décidé de façon volontaire. De toutes les façons, vous êtes embarqué dans la vague. Vous étiez les militants du PRPB. Tant que vous n'êtes pas réactionnaire, vous êtes révolutionnaire. Un point, c'est tout. Mais ici, au lendemain de la conférence nationale, il y a eu le multipartisme. Donc beaucoup de partis ont été créés. Et c'est... Moi, j'étais sur le terrain en 93 là. Et quand des gens viennent m'interpeller, tu es de quel parti? Je dis, pourquoi? Pourquoi vous voulez que je sois d'un parti politique? Ah, tu n'es pas d'un parti politique? J'ai dit non. Je n'ai pas trouvé ça la pertinence nécessaire d'être membre d'un parti politique. Je sais bien ma patrie. Ah bon? Tu mets tes compétences au service de ton pays? J'ai dit oui. Et que ça va, bon, très bien. Et ils ne disaient plus rien, puisque c'était dans leur tête, c'était mon choix. Bon, donc, ça revenait. Tu n'es pas membre d'un... N'importe qui me rencontrait, toi, avec tout ce qu'on te connaît, tu es toujours secrétaire général de sous-préfecture. J'ai dit oui. Tu es de quel parti? Ça revenait de façon répétitive, récurrente. Et c'était nécessaire. On dit bon, c'est nécessaire. Bon. Alors, jusque-là, je n'avais rien fait. Mais en 1994, je me suis décidé. En 1994, je me suis décidé. Et puis, bon. C'était l'avènement du parti Faalafia. Avec Sakakina. Avec d'abord Saka Saleh. Saka Saleh, oui. Le premier secrétaire général du Faalafia, c'était Saka Saleh. Et ça, donc vous étiez membre fondateur du parti Faalafia. C'est d'ailleurs là que je suis resté jusqu'à l'avènement du bloc républicain. Moi, je n'aime pas tellement
par opportunisme, courir. Dans ma tête, c'est que si ça ne va pas dans mon parti, c'est que je dois faire quelque chose pour que ça aille. Absolument. Donc je ne suis pas du genre à dire ça ne va pas dans mon parti, je laisse mon parti, je cours vers un autre. Si les autres n'ont pas bien fait chez eux, vous ne pourrez pas aller là-bas. Comment je pourrais aller là-bas? Et quel accueil vont me réserver? Quand j'ai fini de gâter moi ma maison, j'irai vers un autre affaire. Autrement dit, vous êtes contre... Pour moi, je ne suis pas dans ça. Non, je ne suis pas dans ça. Dans le clientélisme politique. J'ai choisi, en toute connaissance de cause, je reste. Et vous assumez? J'assume. Quoi que cela m'écoute. Même aujourd'hui, beaucoup viennent me demander, mais pourquoi toi tu es resté sap. Je dis, j'ai choisi. Ah, si tu vas voir ailleurs, je dis, je ne vais pas voir ailleurs. Le BR là, oui. Toute mon âme est là. Vous êtes entré comment au BR? Je suis entre-temps, le Falafia a disparu et tout. Entre-temps, le Falafia, on a fusionné le Falafia. Absolument. Avec d'autres partis politiques. Et ça faisait à peu près 70 partis politiques. Et ça, il faut saluer cette réforme du système partisan. Ce n'était pas sérieux. C'est vrai, la conférence nationale a voulu du multipartisme. Mais c'était allé dans tous les sens. C'était allé dans tous les sens. Et nous-mêmes, on était gênés. Tout le monde était conscient que non, il faut un nouveau système. Il faut une nouvelle réforme du système partisan pour amoindrir le nombre. Il y en avait trop. Et là, il faut saluer la perspicacité du président Talon qui a tenu dur. Ça, rien, même si ce n'est que cet héritage-là que le président Talon laisse au peuple béninois, il faut que nous en prenions soin. Il faut que nous en prenions soin. Et moi, je retiens pour lui que c'est l'un des plus grands héritages et qui fera qu'on n'oubliera jamais le président Talon sur le système partisan. Et je crois, et je comprends pourquoi on ne passe pas à côté. On ne touche pas ça. On ne touche pas ça. C'est un fétiche. Ah là. C'est vraiment un fétiche. Il faut l'adorer avec lui. En fait, ce n'est pas pour lui, le président Talon. Ce n'est pas pour lui. C'est pour l'héritage de la nation. C'est pour nous. C'est pour nous en fait. Bon, donc, c'est comme ça. Donc, en 1994, je suis entré au Falafia, là où je suis resté, donc jusqu'à l'avènement du bloc républicain, puisque nous avons été appelés à faire fusion. Bien sûr. Pour créer de grands ensembles. De grands ensembles. En fait, moi, peut-être, ce qui fait peut-être aussi ma caractéristique, c'est que je crois en l'unité nationale. J'y crois fondamentalement. Quel que soit le Béninois, de quelque origine qu'il soit, je le considère déjà comme frère. Donc la devise du Bénin, il faut que les gens regardent ça très bien. Ça commence par la fraternité. Et là, ensuite vient la justice. Le travail. Bon, donc, lorsque vraiment tu veux cultiver la fraternité avec ton prochain, tu ne peux qu'être juste avec lui. Alors, et vous travaillez ensemble. Alors, donc, pour finir avec ce que je disais, le bloc républicain, qui est mon deuxième parti dans mon expérience politique aujourd'hui, et comme je vous dis, tout mon être est dedans. Et comme vous pouvez également le dire, c'est un fétiche pour moi. Vous êtes d'ailleurs le secrétaire administratif. Oui, secrétaire administratif permanent parce que je pense que en matière d'administration, j'ai une certaine compétence et une certaine expérience que je peux mettre
au service de ce parti-là qui m'est extrêmement cher. Alors, d'aucuns pensent que parce que j'ai décidé d'être secrétaire administratif du parti, que j'ai déjà eu la plus grosse part du parti. Non, personne ne va dans un parti politique pour n'être que secrétaire administratif, pour n'être que fonctionnaire de ce parti. Oui. Pas du tout. Moi, d'ailleurs, l'esprit de fonctionnaire d'un parti politique n'a jamais effleuré. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Donc, au sein des partis, des gens font des manœuvres pour dire non, lui, il est déjà secrétaire administratif permanent. Ah bon? Moi, je n'ai pas d'autres aspirations, c'est ça. Et je suis entré dans un parti politique pour être secrétaire administratif permanent. Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous êtes l'échelle sur laquelle on passe pour aller. Chacun peut passer pour aller. Ça, à la limite, c'est une insulte. C'est réducteur. C'est une insulte à la limite. Donc, alors, cela dit, mais cela n'émousse en rien mon ardeur, ma détermination à faire triompher. Même si je ne suis qu'un simple membre du BR, je me battrai. Alors, on va revenir toujours à vous. Lorsque vous êtes, depuis l'avènement du président Patrice Talon, des blocs ont été créés, vous êtes au bloc républicain, vous avez votre sœur siamois ou bien frère siamois, l'UPR. Vous êtes un acteur principal dans le dispositif du BR aujourd'hui. Quand vous regardez votre parcours politique, est-ce qu'il y a eu des coups bas? Non, le terrain politique est fait de ça. On donne des coups, on encaisse. Absolument. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait, en politique? Ce que moi je sais, ce n'est pas qu'en politique en fait. C'est dans tous les domaines où il y a des intérêts. Lorsqu'il y a des intérêts, c'est normal qu'il y ait des coups bas. Absolument. Et le domaine politique, c'est le champ qui cristallise des rivalités, parce qu'il y a beaucoup, chacun a ses intérêts. Ce que toi tu veux. Moi je suis en train de parler du secrétaire administratif permanent et je dis, bon, je ne veux pas que ça. Mais, qui vous dit que 1000 autres personnes ne sont pas en train de convoiter ça. Et peut-être ils attendent. Ils sont en train de se dire qu'ils passent les rêves de quitter. Mais non, c'est un peu pour rire. Donc, ce n'est pas qu'en politique. Dans n'importe quel secteur où vous avez vos intérêts, il y a forcément des petits coups bas, des choses. Donc, le champ politique n'est pas seulement le lieu où il y a des manœuvres, mais en politique, il y en a. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué politiquement au Bénin? Oh, l'avènement de la démocratie a quand même été pour moi un événement majeur. Et lorsque chaque jour que je pense à la conférence nationale, la façon dont ça s'est déroulé, je me dis que cette terre, cette portion de terre qu'on appelle le Bénin, a quelque chose de mystérieux. De mystérieux. Parce qu'au-delà de tout, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux Béninois de ceci ou de cela, face à des crises, nous savons toujours trouver en nous des ressources nécessaires pour faire prévaloir, disons, l'intérêt de la nation.
quelles que soient les générations jusque-là. Et là, moi, je m'incline devant le peuple béninois. Alors, M. Eugène Dossoumo, au lendemain de la création du Bloc républicain, vous avez fait un tour au Conseil économique et social. Dites-nous un peu cet épisode-là. En juillet 2019, j'ai été identifié par le président de la République pour faire partie du Conseil économique et social. Il faut dire que quand je dis aux gens que je suis à la retraite, ils ne croient pas parce que... Ça, c'est pas faux, vous êtes encore traité. Donc, le jour où je disais au président Talon que j'étais à la retraite, il a tiqué, il s'est dit, qui vous a mis à la retraite? Je dis, l'État béninois m'a mis à la retraite. Bon, parce que, effectivement, j'ai accompli les 30 ans de carrière. Il faut avouer que j'ai peut-être commencé aussitôt. Ça, c'est pas faux. Mais aussitôt, là, c'est après 26 ans. Ah oui. Bon, c'est à 26 ans que j'ai commencé ma carrière. Donc, en 2016, j'ai accompli les 30 ans. Voilà. Et donc, c'est après ça que je me suis vraiment engagé dans la politique. J'ai fini ma carrière administrative. Et là, vous êtes plein. Maintenant, je suis dans la politique. Ça, je ne veux Et au pas Conseil vous le économique et cacher. social, ça a duré? Oui, ça a duré 5 ans. J'ai fait le dernier mandat, la 6e mandature, Oui. qui a duré de juillet 2019 jusqu'en juillet 2024. Actuellement, il y a la 7e mandature qui est en train de se mettre en place. Bon, je ne fais plus partie de ça. Alors, lorsque on prend depuis le 1er juillet 2016, vous êtes à la retraite. Moi, je ne savais même pas cela. Tout récemment, je l'ai découvert. Que faites-vous de votre quotidien? Oh, de mon quotidien. Là, aujourd'hui, vous étiez à l'église? Oui, j'étais à l'église, mais ça, c'est... Effectivement, de l'autre côté, l'homme n'est pas fait que de la chair, Non, mais aussi esprit. mais également esprit. Bon, moi, Vous mettez Dieu... je suis de l'église catholique, Oui. romaine. Donc, j'ai été baptisé là-bas, j'ai eu tous mes sacrements, jusqu'au sacrement du mariage. C'est ce qui est réservé aux laïcs. Bien sûr. Bon, en dehors de ça, des œuvres de l'Église, lorsque je pense que je peux être utile quelque part, bon, je m'engage. Donc à côté de la Actuellement, politique, oui, à côté de la politique, il y a ça. Actuellement, donc dans ma paroisse, à Calavi, Sainte-Joséphine Bakita, bon, le curé m'a fait l'honneur de me désigner comme un des membres du comité des vocations. Ok. Et quand on s'est réunis, les autres membres ont estimé que c'est moi qui vais assurer la coordination. Et le curé est bien sûr le président, mais je suis son vice-président au sein du comité des vocations. Je suis désigné aussi, et là je suis en train de suivre la formation en ce moment comme ministre extraordinaire pour la distribution de la communion. Ok. Donc c'est pour tout ce qui concerne les laïcs. Je suis un laïc catholique et comme vous dites, je suis souvent à l'église. Quand vous ne me voyez pas au siège du Bloc républicain, recherchez-moi À l'église. Recherchez-moi à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita Vous avez ou aussi, à la maison. Vous avez aussi un attachement à vos parents. Oui, très bien. Très poussé. Oui, tout à fait. Donc vous prenez vos week-ends
pour aussi leur rendre visite de temps en temps. Ah, naturellement, bon, je n'ai plus ma mère, je suis orphelin de père et de mère aujourd'hui. N'empêche que j'ai des frères et sœurs qui, certains sont ici, à Cotonou, d'autres à Savin. De temps en autre, je vais leur rendre visite et même à la population de Savin aussi. Oui. Puisque en tant qu'acteur politique, je ne peux pas me contenter rien que de mes parents et oublier. Il faut entretenir la base. La population, de toutes les façons, je suis avec elle. Ok. Ouais. Alors, je suis curieux de vous demander, là nous tirons vers la fin de cette entrevue, si vous avez un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, parce qu'on sent que tout le monde pense que c'est en politique qu'il faut se faire pour se faire une place au soleil. Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui veut entrer en politique, qui vous voit et qui pense que oui, on peut s'engager, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, c'est toujours bien, pour ce que moi je pense, c'est toujours bien que la jeunesse s'engage dans la politique. Parce que quand vous visitez l'histoire de ce pays, et ceux qui se sont battus, lorsque vous prenez leur vie, c'est pendant qu'ils étaient jeunes. Ceux que, bon, je ne vais pas me permettre de citer au risque d'en oublier, mais depuis les temps anciens, lorsque vous prenez par exemple le roi Bianzin, à quel âge vous pensez qu'il s'est battu pour ce pays? Vous voyez? Donc, les intellectuels qui soit se sont mis à créer des mouvements pour aller contre la colonisation, la plupart c'est des jeunes. C'est dans la tranche d'âge de 25 à 40 ans. C'est des jeunes. Donc les jeunes, moi j'exhorte les jeunes à investir le champ politique. Parce que c'est par là qu'on construit le pays. Mais encore, et c'est là parfois le problème, on ne va pas en politique pour devenir riche. Pour se faire servir. Pour devenir riche. Vous êtes venu dans ma maison maintenant avec tout ce que vous avez entendu de moi. Qu'est-ce que vous avez vu d'extraordinaire? Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas pour aller s'enrichir ou devenir je ne sais pas quoi. Si vous voulez vous enrichir, la politique n'est pas le bon chemin. Il faut aller en affaires. Allez en affaires. Vous allez devenir riche, faire tout ce que vous voulez. Mais la politique, c'est l'art de gérer la cité. Gérer la cité. Et gérer la cité, quand on dit la cité, là, on n'a pas dit de se gérer. On a dit gérer la cité. La cité, c'est des hommes, c'est tout le patrimoine du peuple que vous êtes appelé à gérer. Donc vous devrez être, vous devrez avoir certaines qualités. De telle sorte que parfois, même quand parfois vos propres intérêts, vous battez pour faire triompher, disons, l'intérêt du peuple. Les martyrs qu'on a comptés, tous ceux qui sont morts pour cette nation, s'ils devraient se dire « Ah, quel intérêt moi j'ai à aller mourir pour la nation », ils ne le feraient pas. Cette nation ne serait pas debout. Dans notre promotion, le temps révolutionnaire, là, si vous me permettez de revenir. Allez-y. Dès que vous réussissez au bac, c'est vrai qu'automatiquement, on s'attend à ce que vous alliez en mission. Mais il y en a qui ne le faisaient pas. Hein. Il y a parmi nos camarades qui ne faisaient pas. Et qui se disaient, à quoi ça c'est bon d'aller perdre un an pour l'État. Mais moi, j'ai vu des jeunes gens
qui sont venus en tant que tels. C'était d'abord, nous, quand on était au collège, les premiers qui sont venus, c'était des étudiants qui, après deuxième année, on les appelait pour aller servir leurs jeunes frères. Ils ont abandonné leur cursus scolaire pour aller vers nous. Bien sûr. Nous tirer, n'est-ce pas? Et donc ça devient une chaîne. Alors pourquoi moi je renoncerais à ça? Donc comme je vous dis là, ce n'est pas tout le monde qui a forcément cette idée de se sacrifier. Je ne condamne personne, je ne juge pas, je ne donne pas de leçons. Mais moi, c'est moi ça. Donc, pour revenir à la question. À la question. Oui, quel conseil? Et quel conseil? C'est d'être vraiment mu par l'intérêt de la nation. Si ça ne vous, si vous n'avez pas ça, autant aller dans vos affaires si vous voulez chercher autre chose. Parce qu'il y a des risques dedans. Vous entrez en politique, vous dites que vous cherchez l'intérêt de la nation, mais et comme on a dit tout à l'heure, il y a des coups bas. Il y a des coups bas dedans. Parce que, effectivement, le monde politique est fait de tout. De tout. Voilà. Et moi, parfois, quand je regarde les présidents de la République, les chefs d'État, j'ai pitié. J'ai pitié des pauvres. Ils se sont sacrifiés pour cette fonction. C'est vrai, de loin, ce que nous, bas peuple, on regarde, c'est les honneurs qu'on leur rend. Pour cette fonction-là, ils méritent les honneurs-là, mais qu'est-ce qu'ils souffrent, ces gens? Ils souffrent, hein? Ah, ils souffrent. Il y a, je ne vais pas vous dire ce qui s'était passé, mais un jour, je m'étais retrouvé à deux avec le président Yahya Bouni. Tu le voyais, parce qu'il devrait prendre une décision. Une décision qui lui faisait mal face à une situation. La situation n'est pas propre au Bénin. C'est à l'international. C'est à l'international. Ah, il avait la pression de tous ses collègues, de ses homologues. D'ailleurs, et tu le vois comme ça, il se tenait le ventre, il se tenait. Et quand il est dans le lot, et j'ai compris que s'il ne tenait qu'à lui, ça ne passait pas. Il n'irait pas dans ce sens. Dans ce sens. Parfois, un jour j'ai assisté à une audience où le président Talon était arrivé. Ça, c'est une autre histoire. Et j'étais là. Et c'est le jour-là que pour la première fois, j'ai reconnu le président Talon. Je ne le connaissais pas. Franchement, je ne le connaissais pas. C'est à la faveur de cette audience-là. Il a tenu un discours révolutionnaire. Je vous assure. Et j'étais en admiration devant les discours qu'il tenait. Et après, quand on est sorti, je suis allé voir un ministre également qui a assisté à l'audience. J'ai dit, mais qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Mais voilà, il tient ce discours-là, je suis très admiratif. Il dit, oh, laisse tomber ça. Il n'a pas toutes les données que le président de la République a. C'est pourquoi il a tenu ce discours-là. Bon. Aujourd'hui, il est face à ses responsabilités. Je le vois parce que le discours qu'il tenait le jour-là, c'était son intime conviction. C'était son intime conviction. Il avait prononcé le jour-là un mot fort. Il dit, mais vous ne devez pas vous considérer au Bénin
comme dans une préfecture de votre pays. Le président de la République du Bénin n'est pas le préfet de chez vous. Et il a développé pour montrer à l'ambassadeur du pays concerné qu'on devrait nous respecter. Je sais qu'aujourd'hui, il fait ce qu'il peut pour montrer que le Bénin est un pays souverain. Il ne subit pas moins les pressions. C'est pas facile. C'est pas facile. Si on reste ici, on dit et quand il a de demain, il est mauvais, il est méchant. Il faut s'asseoir dans le fauteuil pour comprendre. Il ne faut même pas encore s'asseoir. Il faut être proche de lui. Il faut savoir. Savoir ce qu'il était et être proche de lui pour te rendre compte que ce fauteuil-là, c'est pas pour un enfant. C'est pas pour un enfant. C'est pas pour un enfant, au moins pour un enfant de cœur. Ah oui. Si tu étais enfant de cœur, tu arrives là. Tu changes de dimension. Ce n'est peut-être pas toi qui vas changer. Mais les gens vont t'amener à changer. Mais ton environnement t'amènera à changer. Il n'y a rien à faire. Alors, cette entrevue tire sa fin. Monsieur Eugène Dossoumo, votre mot de fin. Bon, je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous me donnez. Je remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis. J'espère qu'ils ne se sont pas ennuyés. Ça, c'est clair. Et alors, mon mot de fin, c'est que nous devons continuer de nous battre pour l'émergence de notre pays. Ce n'est pas un vain mot. Et pour ça, tous les sacrifices, il n'y a pas de sacrifice qui soit de trop. Qui soit de trop. Et aucun fils de ce pays non plus ne sera de trop dans la défense des intérêts de notre nation. Et quant à la jeunesse, je dis encore, investissez le champ politique, mais en vous mettant dans la tête que ce n'est pas pour aller vous enrichir. C'est pour servir le pays. C'est pour servir le peuple béninois comme l'ont fait nos aïeux. Comme l'ont fait tous enfin nos aïeux, nos ancêtres, tous ceux dont nous citons les noms aujourd'hui, comme ils l'ont fait. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande un oubli de soi, d'abord. Voilà quelques mots que je voudrais dire pour conclure cette interview. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de Speedline TV. Vous êtes bel et bien sur votre émission Icône. Icône qui a reçu aujourd'hui le secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, M. Eugène Alamou Dossoumo, cadre émérite de l'administration béninoise qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er juillet 2016, mais qui continue de militer pour le bien-être de ses frères et sœurs, ses concitoyens béninois. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous car d'ici là, une autre personnalité fera son apparition sur vos écrans. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.